Ce n'est pas un vol ordinaire. Ce Boeing 737 appartient à l'US Air Force. À son bord, des officiels du gouvernement américain, dont le secrétaire d'État au commerce. Mais voyageurs VIP ou simples touristes, à bord d'un avion, tout le monde est à égalité, lorsque dans le poste de pilotage, les choses commencent à mal tourner. Voici l'histoire du vol US Air Force IFO 21. Nous sommes le 3 avril 1996 en Croatie. Après 4 années et demie de guerre, une paix fragile s'est installée depuis 6 mois. C'est le printemps, mais cet après-midi sur Dubrovnik, le temps est épouvantable. Le plafond est bas et les orages se succèdent. Sur le tarmac, une délégation officielle qui vient d'atterrir essaie d'échapper aux trompes d'eau. Parmi eux, le Premier ministre croate et l'ambassadeur américain et négociateur des accords de paix, Peter Galbraith. Notre vol jusqu'à Dubrovnik avait été épouvantable. On n'y voyait rien. À ce moment-là, j'étais ambassadeur en Croatie depuis 3 ans. J'avais effectué de nombreux voyages, mais celui-ci avait été le plus éprouvant. Et les conditions météo ne sont pas prêtes de s'améliorer. D'ailleurs, tous les vols commerciaux ont été annulés sur Dubrovnik. Seul un vol officiel est maintenu. Il s'agit du vol IFO 21, assuré par un Boeing 737 de l'armée de l'air américaine. L'US Air Force dispose en effet d'une flotte d'avions civils destinés à transporter les hauts responsables américains de par le monde. Le plus célèbre d'entre eux est évidemment Air Force One, l'avion du président des États-Unis. Merci. Votre ceinture de sécurité. Ce Boeing 737 est plus modeste, mais pas moins confortable. L'aménagement de la cabine est conçu pour permettre aux VIP de travailler à 11 000 mètres, comme dans leur bureau. À bord de ce vol, un membre du gouvernement américain, le secrétaire au commerce Ron Brown. Ron Brown était un homme très compétent. Il connaissait le gouvernement de l'intérieur et il avait toutes les qualités nécessaires pour occuper ce poste. En fait, Ron Brown est une vedette du Parti démocrate. Il a joué un rôle important dans l'élection du président Clinton en 1992. C'est une des raisons pour laquelle il est devenu, dans l'histoire du pays, le premier secrétaire au commerce d'origine afro-américaine. Le secrétaire au commerce arrive dans une région difficile, ravagée par 4 années et demie de guerre avec la Serbie. Pour la seule Croatie, on dénombre plus de 16 000 morts. Le pays a gagné son indépendance, mais les dégâts s'élèvent à plus de 37 milliards de dollars. Ron Brown vient apporter l'aide du gouvernement américain à la reconstruction de l'économie locale. La philosophie de ce projet, c'était que la paix ne pourrait durer que si l'économie de la région se développait. C'était essentiel à la paix. Prévue sur 3 jours, la visite officielle de Ron Brown a débuté le matin même à Tuzla, en Bosnie. La délégation a visité une centrale électrique et partagé quelques hamburgers avec les soldats américains. Ensuite, Ron Brown a redécollé pour Dubrovnik, la dernière étape de la journée. Fondé au 7e siècle, ce petit port est un joyau historique et touristique du pays. C'est moi qui ai suggéré à Ron Brown d'aller à Dubrovnik.
Les Croates tenaient vraiment à prouver que Dubrovnik était toujours debout et continuait à être une destination touristique. Donc, c'était important que Ron et la délégation se rendent là-bas. Mais pour l'instant, la ville, comme toute la région côtière, est sous une pluie battante et recouverte d'un épais brouillard. À Tuzla, au même moment, le vol de la délégation vient de décoller. Ashley G. Davis est le commandant de bord. C'est un pilote militaire que ses collègues surnomment Edgy. Tuzla, départ de IFO 2 unités. IFO 2 unités, je vous écoute. Dès le décollage, le pilote doit slalomer à travers les nuages. Oui, on se déporte à gauche sur 2 ou 3 nautiques pendant la montée. IFO 2 unités, requête approuvée. Poursuivez la montée et maintenez niveau 160. Atteignons le niveau 160. IFO 2 unités. Bien qu'il fasse sombre, il est 2 heures de l'après-midi. Et l'équipage est au travail depuis l'aube. La fatigue commence à se faire sentir. D'autant que si la cabine VIP de l'avion est très confortable, le poste de pilotage, lui, ressemble à n'importe quel poste de Boeing 737. Le commandant Davis est originaire de Bâton Rouge, en Louisiane, et il s'est engagé dans l'armée pour devenir pilote. Longtemps, il a piloté des KC-135, ces gros avions ravitailleurs construits par Boeing. Aujourd'hui, il est attaché au transport des officiels américains aux 4 coins du globe. Avec sa femme et ses 2 enfants, ils vivent à la base américaine de Ramstein, en Allemagne. Enfin, lorsqu'il n'est pas en vol. Le sergent technicien Shelley Kelly fait partie du personnel de cabine sur ce vol. Et son travail consiste à rendre confortable le voyage de ces passagers très importants. Mais oui, bien sûr. Monsieur, désirez-vous une collation? Non, merci. Dans combien de temps allons-nous atterrir? Oui, La délégation est attendue à Dubrovnik en milieu d'après-midi, mais elle est en retard. Mais je peux vérifier si vous voulez, monsieur. Oui, merci. Le plus tôt sera le mieux. Avant d'entamer son approche sur Dubrovnik, le commandant relève par radio le dernier bulletin météo délivré par les services de l'US Air Force. Métro d'IFO 2 unités, vous me recevez? À vous. IFO 2 unités, reçu 5 sur 5. Voici la météo pour Lima Delta uniforme. Pluie, état du ciel, 500 pieds sol. Nuages fragmentés. Forte précipitation, bien reçu. IFO 2 unités, bien reçu, métro. On a été en pleine crasse toute la journée. Est-ce que vous prévoyez des changements météo? Non, encore de la pluie. À vous. Bien reçu. De la pluie. Merci de votre aide. Eh bien, allons visiter Dubrovnik. Le commandant entame la descente. L'approche est un peu compliquée car même si la paix est officiellement signée depuis 4 mois, la tension reste vive dans la région. À la verticale de Kilo Lima Papa, on prend... Les routes aériennes sont sous étroite surveillance et il n'est pas question d'en sortir. Pour l'équipage, dont c'est un premier vol dans la région, cela exige une attention toute particulière. Et malgré cela, en approchant de la frontière croate, le commandant se fait rappeler à l'ordre. IFO 2 unités, ici Magic 51. Magic, c'est l'indicatif d'appel de l'avion radar AWACS, qui surveille toute la zone et contrôle les couloirs aériens. Monsieur, vous quittez un couloir autorisé. Rectifiez votre trajectoire immédiatement. Pourtant, le commandant n'a pas l'impression de commettre une erreur. Il suit rigoureusement la route qu'il a prévue. En fait, dans cette région où règne encore la confusion, il ignore juste que certaines zones sur son trajet sont potentiellement dangereuses. Bien reçu, Magic. C'était une erreur. Nous nous dirigeons vers le couloir autorisé. Terminé. La 2e fois aujourd'hui. Le problème, c'est que les couloirs autorisés changent régulièrement. L'équipage aurait dû en être informé, mais visiblement ce n'est pas le cas. Le commandant obéit et fait un large détour pour demeurer dans le couloir sécurisé. Shelly, ici AJ. On doit corriger notre trajectoire. Nous arriverons avec environ 15 minutes de retard à Dubrovnik. Nos excuses aux passagers. Mesdames et messieurs, votre attention, s'il vous plaît. Malheureusement,
Malheureusement, nous arriverons à Dubrovnik avec un peu de retard. Les huiles vont pas être contentes. Et la météo qui s'annonce risque de nous ralentir encore plus. Au sol, la météo ne s'arrange pas. La pluie redouble d'intensité, réduisant d'autant la visibilité. Dans le poste du Boeing 737, ce détour imprévu fait monter un peu la tension. La délégation officielle est déjà très en retard et ce délai supplémentaire d'un quart d'heure n'arrange rien. Voyons avec l'ambassadeur quelle solution nous allons envisager. Dubrovnik, approche d'IFO 2 unités niveau 100. Dubrovnik approche, bonjour. Maintenez 10 000 pieds pour une approche au radiophare de la piste 1-2. D'accord, descendons à 10 000 pieds d'IFO 2 unités. Les vols commerciaux ayant été annulés en raison de la météo, le vol IFO 21 est seul dans le circuit d'approche. Et plus il descend, plus les cellules orageuses sont actives. Et pour couronner le tout, l'aéroport, très endommagé par les 4 années de guerre, ne dispose plus d'aucune aide électronique à l'atterrissage. L'aéroport avait été totalement ravagé par les Serbes qui en avaient pris le contrôle en 1991. Ils avaient complètement détruit le système d'atterrissage aux instruments. Un nouveau système venait d'être commandé. Tous les grands aéroports internationaux sont dotés de systèmes sophistiqués pour aider les décollages et atterrissages, quelles que soient les conditions météo. Les radars Doppler détectent les zones de mauvais temps. Et l'ILS, le système d'atterrissage aux instruments, permet aux équipages de trouver l'axe de la piste et le plan de descente idéal, sans aucune visibilité, mais en toute sécurité. À Dubrovnik, rien de tout cela. Il n'y a même pas de radar d'approche. L'assistance se résume à 2 simples balises radio installées à proximité du terrain. Une technique utilisée il y a un demi-siècle. On utilise encore beaucoup les balises non directionnelles aux États-Unis et dans le monde, mais elles sont un peu obsolètes et on a tendance à les abandonner. Ces 2 balises doivent permettre aux avions de trouver l'axe de la piste 12. L'équipage doit d'abord se caler sur la première balise, puis après l'avoir dépassée sur la seconde située juste avant la piste. Alors que le vol IFO 21 approche de la première balise, l'équipage reçoit un appel inattendu. « 9 ACRO pour IFO 2 unités. IFO 2 unités, je vous reçois, 9 ACRO, à vous. » 9A CRO, c'est le vol de l'ambassadeur Galbraith qui s'est posé 1 heure plus tôt. Le commandant est un pilote chevronné qui connaît très bien la région et il veut avertir son collègue des difficultés qu'il risque de rencontrer. IFO 2 unités, on a atterri il y a 1 heure, dans des conditions météorologiques minimales. En cas d'approche interrompue, dirigez-vous vers Split. À vous. Bien reçu, 9 ACRO, je vous remercie. Terminé. Évidemment, se dérouter vers Split, à 200 km de là, ne serait pas une bonne nouvelle pour la délégation. La pression était certainement très forte pour permettre aux passagers d'arriver à temps pour la conférence de presse. Sous le seul contrôle radio de la tour de Dubrovnik, le 737 poursuit sa descente. IFO 2 unités. Indiquez votre niveau. IFO 2 unités. 5000. Bien reçu, IFO 2 unités. Descendez à 4000. Rappelez vertical, kilo, Lima, Papa. Descendons à 4000, IFO 2 unités. Vous devez le mettre de côté. Votre ceinture. Monsieur? Voilà, merci.
À quelques minutes de l'atterrissage, les instruments de bord accrochent enfin le signal de la première balise. Ça y est. Kilo Lima Papa suivant la trajectoire d'éloignement au 119. 119, confirmé. Monsieur le secrétaire, nous allons atterrir. D'accord. On reprendra ça plus tard. Merci. Les nuages ne sont pas suffisamment fragmentés. Je ne vois rien. Tim? Noyé dans l'épaisse couche nuageuse, l'équipage n'a évidemment aucune visibilité et pilote uniquement aux instruments. IFO 2 unités. Captons la balise. En rapprochement. IFO 2 unités bien reçu. Approche au radiophare Autorisé, piste unité 2. IFO 2 unités. Secoué par les turbulences de l'orage, l'avion poursuit sa descente sans visibilité. L'atterrissage maintenant est imminent. En sortant des nuages, les deux pilotes s'attendent à distinguer les premiers feux de la piste. Malheureusement, c'est un tout autre paysage qui les attend. Oh! Ah! Redresse! Redresse! IFO 2 unités, vous me recevez? Peu avant 15 heures, la tour de Dubrovnik perd tout contact avec IFO 21. IFO 2 unités, est-ce que vous me recevez? IFO 2 unités, vous me recevez? Sans radar d'approche pour localiser l'avion, les contrôleurs ignorent sa position. Un instant, ils imaginent une éventuelle remise de gaz et un déroutement vers Split. IFO 2 unités, vous me recevez? IFO 2 unités, vous Mais me les recevez? minutes s'écoulent et la seule réponse est un silence de plus en plus lourd. Lance la procédure d'urgence. À la fin de notre service, on a appris qu'un avion avait disparu. On ne savait pas qui était à bord. On n'avait aucune précision concernant le vol. On a alors appliqué la procédure à suivre dans ce genre de cas en attendant d'avoir plus d'informations. Sur le tarmac, Peter Galbraith, en compagnie du Premier ministre croate, attend patiemment l'arrivée de la délégation américaine. Je savais d'expérience, après mon propre vol, que c'était un atterrissage très délicat. Je ne m'attendais pas à ce qu'il tente d'atterrir à Dubrovnik. Le Premier ministre m'a pris à part. Il m'a dit que le contact radio était perdu avec l'avion de Ron Brown. J'ai appelé le centre des opérations du département d'État pour que l'armée américaine lance les recherches et envoie les équipes de sauvetage. Les autres centres de contrôle de la région sont contactés. Mais aucun n'a reçu de message de l'avion. Les premières recherches se concentrent sur l'axe d'approche de la piste 12, au-dessus des eaux de l'Adriatique. À ce moment-là, j'étais à 1500 km de là, à Brindisi, en Italie. Nous avons fait partir 2 hélicoptères MA-53 pour Dubrovnik, avec une équipe des unités spéciales de l'Air Force. Durant des heures, l'appareil demeure introuvable. Les recherches sont d'autant plus difficiles que la météo est toujours épouvantable. Il y avait du brouillard, des orages et une faible visibilité. IFO 2 unités de Dubrovnik approche, vous me recevez? Le Boeing 737 du vol IFO 21 était équipé d'une balise de détresse. Vous me recevez? Si l'avion s'est écrasé, la balise s'est automatiquement mise en marche en émettant un signal ultra haute fréquence. Malheureusement, l'aéroport de Dubrovnik n'est pas équipé pour capter et encore moins pour localiser ce signal. IFO 2 unités, vous me recevez? IFO 2 unités, vous me recevez? IFO 2 unités, vous me recevez?
les premières recherches ne donnent aucun résultat. Ils sont partis au large, survoler la mer à la recherche de l'avion. Enfin, plusieurs heures après la disparition de l'appareil, la police recueille un témoignage intéressant. À l'intérieur des terres, un villageois a vu quelque chose sur la montagne qui surplombe sa maison. On est d'abord parti en voiture pour inspecter les montagnes. Le temps était épouvantable. Une pluie battante, un brouillard épais. On a dû marcher 1 heure. Et puis, on est tombé dessus. Il est presque 19h30. Le vol IFO 21 a disparu depuis 4h30. Cette fois, il n'y a plus de doute sur le crash. Reste l'espoir de retrouver d'éventuels survivants. Aux États-Unis, la nouvelle est annoncée officiellement. I've just received word that there's also a Croatian doctor on the scene. Du 737, il ne demeure intact que la queue de l'appareil. Tout le reste a été pulvérisé en une multitude de débris à travers la montagne. C'était des moments très durs. On avançait dans les rochers en se demandant si on n'allait pas marcher sur un corps. Ça reste gravé dans la mémoire. Et puis soudain, un miracle. Les secours découvrent parmi les tôles éventrées de l'avion le sergent Kelly, l'hôtesse de bord. Elle est grièvement blessée, mais vivante. Dans la queue de l'avion, un policier a trouvé une hôtesse. Il a essayé de la secourir. Nous avons essayé de nous rendre utiles. On voulait sauver des vies et voilà qu'on en avait l'occasion. On était plein d'espoir. Mais pour survivre à ses blessures, la jeune femme a besoin d'urgence de soins hospitaliers. Mais on ne pouvait rien pour elle. Alors j'ai appelé le commissariat de Dubrovnik pour leur indiquer le lieu du crash. Il faisait déjà nuit noire. Le Mont Saint-Jean, où l'avion s'est écrasé, grouille maintenant de policiers et de militaires croates et américains. L'acheminement des secours est rendu difficile par le relief et la météo. Sans parler des vestiges de la guerre, toujours aussi dangereux, même en temps de paix. J'ai rencontré un major croate. Il m'a proposé de nous guider jusqu'au sommet de la montagne. Il a également précisé qu'il y avait plusieurs champs de mines entre l'endroit où nous nous trouvions et le lieu du crash. Avec toutes ces contraintes, il faut plus de 2 heures pour atteindre le sommet de la montagne. On marchait depuis longtemps. Il faisait nuit noire. Tout à coup, j'ai aperçu une forme plus sombre. Je ne savais pas ce que c'était. Et j'ai tendu la main pour la toucher. C'était un des moteurs de l'avion. Au sommet, le mauvais temps empêche les hélicoptères d'atterrir. Mais les secouristes ne peuvent plus attendre. Le sergent Kelly est évacué par voie terrestre dans des conditions difficiles. La jeune femme souffre d'une fracture de la colonne vertébrale et de nombreuses blessures. Pour l'instant, elle est la seule survivante de l'accident. Les recherches se poursuivent, mais les secours ne trouvent que des corps sans vie. Y compris celui de Ron Braun, le secrétaire au commerce américain.
C'est un véritable spectacle de désolation. Les autres occupants de l'avion, les 2 pilotes et les 35 passagers, ont probablement été tués sur le coup. Quelques heures plus tard, une triste nouvelle tombe. Le sergent Kelly est décédé des suites de ses blessures durant son transfert à l'hôpital. Au final, il n'y a aucun survivant du vol IFO 21. Reste maintenant à comprendre ce qui est arrivé. Mike Canavan fait partie des forces spéciales américaines et recueille les premiers éléments de l'enquête. Quand on a compris qu'il n'y aurait plus de survivants, notre mission a changé. À partir de ce moment-là, on a cherché les corps. À l'aube, la météo est plus clémente. L'ambassadeur Peter Galbraith découvre le lieu du crash. On a marché dans la montagne. Le temps s'était amélioré. Près du sommet, il y avait le fuselage de l'avion, ou du moins sa partie arrière, et des débris un peu partout. De l'autre côté se trouvaient les corps. Rien au monde n'est comparable à un crash. Que ce soit dans la montagne ou à Dubrovnik, mes équipes ont agi avec dignité et respect. Je trouve qu'elles ont fait un travail exceptionnel. Ladies and gentlemen, the Vice President and the First Lady and the members of Cabinet and I wanted to come here to be with the employees of the Commerce Department at this very difficult hour. Hillary and I have just come from Ron Brown's home, visiting with Alma and Michael and their family and friends who were there. Pourquoi le 737 s'est-il écrasé en pleine montagne croate? S'agit-il d'une erreur de pilotage, d'une défaillance mécanique, d'un attentat anti-américain perpétré par des extrémistes dans cette région toujours sous tension? Purpose of the accident investigation team, I can guarantee you that they will be extremely thorough in their analysis in trying to determine the causes of this accident. Comme l'avion transportait une délégation officielle américaine, d'emblée les rumeurs vont bon train. Howard Swansea fait partie de la douzaine d'experts envoyés sur place. Tous les accidents provoquent de nombreuses spéculations. Dans le cas présent, on avait un haut dignitaire de l'État parmi les victimes. Et on avait à peine trouvé le lieu du crash que tous les médias en parlaient déjà. Il y avait des débris à des kilomètres de l'épave. Mon but était de regrouper le plus d'informations et de preuves matérielles possibles. Mais les enquêteurs entament leur travail avec un énorme handicap. Ils découvrent que, contrairement aux avions civils, les avions de l'US Air Force ne sont pas équipés de boîtes noires, même lorsqu'ils sont assignés au transport de passagers. Je croyais que les vols de l'Air Force qui transportaient des passagers prestigieux étaient beaucoup plus sécurisés que les vols commerciaux. J'ai été vraiment choqué d'apprendre qu'en fait, c'était le contraire. Sans boîte noire, les enquêteurs ne disposent d'aucun enregistrement, ni des paramètres techniques de l'avion, ni des discussions dans le poste. Pour découvrir la vérité, ils vont devoir explorer ce qui existe, les débris et les faits établis. Le fait est par exemple que l'avion a dévié de sa route d'environ 3 km. Pourquoi? Un des enquêteurs, Nelson Spollheimer, essaie de reconstituer la trajectoire finale de l'appareil. Et pour cela, les enregistrements de l'avion radar AWACS sont précieux. Au moment du crash, il surveillait toute la région.
IFO 2 unités, ici Magic 51. Vous quittez un couloir autorisé. Rectifiez votre trajectoire immédiatement. C'était une erreur. Nous nous dirigeons vers le couloir autorisé. Terminé. Hormis cette sortie impromptue du couloir aérien, le vol ne présente aucune anomalie, jusqu'au moment de l'approche finale. La trajectoire fournie par la WACS, l'avion radar, montre que les 100 derniers miles du vol se sont déroulés normalement. En revanche, le dernier segment de vol, les 20 km précédant la piste 12, est plus problématique. Alors qu'il est en approche finale, le 737 dévie de sa trajectoire et poursuit sa descente tout en se dirigeant droit sur les montagnes. La trajectoire radar de l'avion indique une erreur de cap de 7 degrés dans la dernière partie de l'approche. Une erreur de quelques degrés, mais qui, aussi près du sol et à 250 km/h, peut rapidement avoir des conséquences dramatiques. Clairement, c'est le nœud du problème. Pourquoi l'avion a-t-il dévié de sa route sans raison apparente d'environ 7 degrés ? Nelson Sponheimer décide de vérifier l'état du matériel d'aide à la navigation présent sur l'aéroport. La guerre les aurait-elle endommagés ? À Dubrovnik, l'atterrissage se fait à l'aide de 2 balises de navigation distinctes. La première guide les avions vers la piste, tandis que la seconde leur indique un éventuel danger. La première se trouve sur l'île de Kolosep. Elle émet en code morse un signal facilement reconnaissable. En passant à la verticale de la balise, les avions n'ont plus qu'à prendre le cap indiqué sur la carte d'approche pour arriver à la piste. La seconde balise est en fait une sécurité. Située juste dans l'axe de la piste, si les pilotes ne voient pas le seuil de piste en la survolant, ils doivent alors interrompre l'approche et remettre les gaz. C'est ce qui est arrivé au vol de Peter Galbraith. L'équipage s'y est repris à 2 fois pour réussir son atterrissage. IFO 2 unités, je vous reçois, 9 ACRO, à vous. En cas d'approche interrompue, dirigez-vous vers Split, à vous. Bien reçu, 9 ACRO, je vous remercie. Terminé. Mais l'inspection de Sponheimer ne donne guère de résultats. A priori, les balises ne sont pas en cause. Les 2 balises fonctionnaient normalement lorsqu'on les a testées quelques jours après le drame. La rumeur locale évoque également la piste de l'attentat. Le commandant Davis aurait, dit-on, suivi un leurre, un signal émis depuis un poste clandestin en montagne et destiné à l'attirer dans un piège. Pour émettre un signal suffisamment puissant, il faut mettre en place un imposant système au sol. Très difficile à installer dans un paysage rocheux. Il serait très long et très coûteux d'installer une balise dans les montagnes. Cette hypothèse de l'attentat est rapidement abandonnée par les enquêteurs. D'autant qu'aucun élément concret n'est recueilli sur les lieux du crash pour venir l'étayer. Les hommes continuent à fouiller les débris du Boeing 737. Et ils découvrent un indice précieux, l'ADF, le radiogonomètre automatique de l'avion. A priori, il semble encore en état de marche. Et en s'intéressant à cet instrument, ils s'aperçoivent que l'avion n'en possédait qu'un seul. Alors que pour réaliser la procédure d'approche de Dubrovnik, il en fallait 2. Cet appareil permet de recevoir et de visualiser les signaux émis par les balises au sol. Mais il ne peut capter qu'une seule balise à la fois. On ne l'a pas encore passé. Je réécoute Kilo Lima, papa. Avec un seul ADF, soit l'équipage utilise la première balise pour trouver la route de la piste, soit il utilise la seconde balise pour être certain de ne pas la dépasser. Mais en aucun cas, il ne peut utiliser les 2 simultanément. That would have required 2 ADF.
Il aurait fallu 2 ADF. Or, il n'y en avait qu'un seul à bord, ce qui a réduit la capacité de l'équipage à effectuer une approche précise. Je capte Charlie Victor, mais on ne l'a pas encore passé. Je réécoute Kilo Lima Papa. En alternant la fréquence de chaque balise, l'équipage a peut-être essayé de capter alternativement l'une puis l'autre. Mais une telle manipulation génère un réel surcroît de travail pour un atterrissage déjà très compliqué. Bref, l'avion n'avait pas le bon équipement pour se poser à Dubrovnik. On dispose d'un laps de temps très court pour négocier son approche. C'est assez difficile d'essayer de capter les 2 signaux alors que l'on cherche en même temps à définir sa trajectoire. Nelson Sponheimer trouve également des éléments intéressants en étudiant la trajectoire de l'avion. En naviguant avec l'aide de l'ADF, la trajectoire est généralement un peu en zigzag. Or, dans le cas du vol IFO 21, ce ne fut pas du tout le cas après le survol de la balise. 3 miles après le survol du repère d'approche finale, pendant les 9 miles restants, la trajectoire de l'avion est rectiligne. Hypothèse. Et si l'équipage, plutôt que de se fier aux balises au sol, avait utilisé leur centrale inertielle? Le 737 possédait un de ces équipements datant des années 50 et qui permettait de tracer une route. Le système de navigation par inertie utilise des gyroscopes pour indiquer son positionnement à l'avion. Le principe est assez simple. Au début du vol, on indique à la centrale inertielle la position de départ de l'avion. Ensuite, le système enregistre tous les mouvements de l'appareil et calcule sa nouvelle position. Le problème, la précision n'est pas excellente, car la moindre erreur du système dans la détection et l'interprétation des mouvements entraîne une erreur de positionnement. Les nuages ne sont pas suffisamment fragmentés. Je ne vois rien. Tim ? L'équipage a peut-être cru que la centrale inertielle les aiderait à trouver le chemin de la piste, oubliant qu'elle pouvait aussi les faire dangereusement dévier de leur trajectoire. Le dysfonctionnement du système de navigation par inertie me semble être la cause première du crash. Howard Swansea, lui, passe au crible les documents retrouvés dans les débris du poste de pilotage, et notamment les cartes d'approche de l'aéroport de Dubrovnik. Sans visibilité, comme c'était le cas le 3 avril, ces cartes étaient déterminantes. Or, l'enquêteur s'aperçoit que ces cartes comportaient au moins une erreur. L'altitude minimale de descente n'était pas la bonne. L'altitude minimale de descente, c'est la hauteur à laquelle le pilote doit remettre les gaz s'il n'a pas la piste en visuel. Chaque pays a la responsabilité de définir ses procédures d'approche et de les rendre publiques pour que les équipages du monde entier puissent les utiliser. Or, Howard Swansea constate que l'altitude minimale indiquée sur la carte ne correspond pas aux normes de l'aviation américaine. Elle se situe 700 pieds, plus de 200 mètres, en dessous de cette norme. En clair, le vol IFO 21 volait 700 pieds en dessous du plancher de sécurité. Ajoutons à cela un retard important sur l'horaire, une visibilité nulle, une déviation de quelques degrés et un relief montagneux à proximité. Tous les ingrédients étaient réunis pour mener à la catastrophe. L'enquête pose maintenant de nouvelles questions. Pourquoi un avion militaire américain, transportant une délégation officielle, n'était-il pas correctement équipé pour se poser à Dubrovnik? Pourquoi son équipage,
Ne disposait-il pas de cartes conformes? Et pour trouver les réponses, l'investigation se poursuit sur une base américaine en Allemagne, auprès des hauts responsables de l'US Air Force. Le colonel John Mazurowski se retrouve sur la sellette. Il était le commandant des opérations de l'unité de transport responsable du vol IFO 21. Son travail habituel consiste à organiser les déplacements aériens des personnalités américaines dans la région. J'aimerais que l'on aborde le sujet des cartes d'approche GPSN. Les enquêteurs se concentrent en priorité sur les cartes d'atterrissage. Conçues pour tous les aéroports du monde, ces cartes fournissent aux pilotes des informations indispensables à la sécurité. Les normes américaines sont très sévères quant au contenu de ces cartes. Or, celles de l'équipage du vol IFO 21 n'étaient pas aux normes. L'Air Force avait publié une directive qui exigeait que toutes les procédures d'approche des pays étrangers soient évaluées avant qu'un vol de l'Air Force ne soit autorisé à les suivre. Or, les cartes d'approche de l'aéroport de Dubrovnik n'avaient pas été évaluées. Raison pour laquelle Howard Swansea avait constaté une différence de 700 pieds entre les valeurs indiquées sur la carte et celles recommandées par le département américain de la Défense. En clair, Dubrovnik n'était pas un aéroport approuvé pour accueillir les appareils américains. Seulement dans la région, les aéroports approuvés étaient rares. Aussi, pour organiser ces missions, le colonel Mazurowski avait demandé une dispense pour plusieurs aéroports, dont celui de Dubrovnik. Pourquoi êtes-vous passé outre la procédure d'évaluation? On utilisait ces cartes depuis des années. Elles ne semblaient pas menacer particulièrement la sécurité des vols. Problème, la dispense n'avait jamais été accordée et le terrain n'avait jamais été approuvé. Donc les appareils de l'US Air Force se posaient à Dubrovnik en violant carrément la réglementation. Dubrovnik, approche d'IFO 2 unités niveau 100. Dubrovnik, approche, bonjour. L'aéroport de Dubrovnik était sous-équipé, très loin des normes internationales, et les cartes d'approche n'avaient pas été approuvées. Pourtant, les hauts fonctionnaires de l'US Air Force continuaient à autoriser les atterrissages sur ce terrain et sur d'autres dans la même situation. En fait, aucune procédure n'avait encore été approuvée. Pas à ma connaissance, monsieur. Non. Au bout du compte, comme toujours dans les catastrophes aériennes, c'est une conjonction fatale d'erreurs qui a mené au drame. Dubrovnik, approche d'IFO 2 unités niveau 100. Dubrovnik, approche, bonjour. Maintenez 10 000 pieds pour une approche au radiophare de la piste 1-2. Bien reçu. À l'issue d'une longue enquête et de presque 150 interrogatoires, le rapport final sur le crash du vol IFO 21 fut présenté. Il comprenait plus de 7000 pages. How much of the weeping we have done this last week because there were so many brilliant young people on that plane with him. From different backgrounds and different racial groups. Why? Because Ron Brown could see in them the promise of a new tomorrow. Les conclusions de l'enquête mirent en lumière les erreurs humaines et les défaillances des institutions. Elles reprochèrent aux autorités aéroportuaires de Dubrovnik leurs lacunes dans les procédures d'approche. Aujourd'hui, l'aéroport de Dubrovnik est au niveau des normes internationales. Et la piste est équipée d'un système d'atterrissage aux instruments, un ILS, installé peu après l'accident. Je capte Charlie Victor.
Le rapport final mit également en évidence les erreurs de pilotage du commandant Davis, ainsi que la responsabilité de l'US Air Force. Plusieurs hauts gradés furent accusés d'avoir failli à leurs obligations. Deux hauts fonctionnaires de l'armée de l'air américaine furent limogés, dont le colonel John Mazurovsky. Rétrogradé, il fut d'office mis en retraite. Au total, 13 officiers impliqués dans l'accident furent sanctionnés d'une manière ou d'une autre. L'US Air Force elle-même a révisé ses procédures. Dorénavant, tous les avions militaires sont équipés des deux traditionnelles boîtes noires. L'une pour enregistrer les sons du cockpit, l'autre pour enregistrer les paramètres techniques. De même, aucun appareil ne peut dorénavant se poser sur un terrain sans l'autorisation du département de la Défense, même s'il transporte une délégation officielle du gouvernement. Captons la balise. En rapprochement. IFO-2 unité bien reçue. Approche au radiophare autorisé, piste unité 2. IFO-2 unité. Au final, malgré tout, la sécurité aérienne a été améliorée. C'est le seul réconfort que peuvent trouver dans cet accident les familles des 35 passagers et membres d'équipage du vol IFO-21.